Des pas résonnaient, mais personne n'était là pour projeter une ombre. Bienvenue au mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Tapez votre emplacement ci-dessous. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Votre présence apporte de la chaleur à chaque histoire effrayante. Tout a commencé, comme beaucoup d'histoires sombres, par une nuit trop calme. Ce silence qui, loin d'apaiser, perturbe celui qui fait se retourner brusquement au moindre bruit de silence. Le lustre de la grande galerie de marbre de Ravenhurst Hall scintillait tel une couronne de glace, suspendue au-dessus d'un sol poli qui avait vu des générations de scandales, et ce soir, peut-être, de meurtres. La salle était une véritable chambre d'écho de la richesse, escalier majestueux, buste romain, colonnes laquées et le léger parfum de violette qui imprégnait le parfum de Lady Veronica Alcombe. On la retrouva là, affalée au pied de l'escalier, la tête penchée dans un angle anormal, son châle de soie flottant autour d'elle comme du lait renversé. Ses yeux étaient écarquillés, comme si, même morte, elle avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Une pantoufle s'était détachée de son pied. L'autre avait laissé une empreinte unique et délicate sur le marbre immaculé, une empreinte qui ne menait nulle part. La découverte fut faite par mademoiselle Lavinia Hargrove, secrétaire et confidente de feu Lady Veronica. Elle s'était levée tôt, comme toujours, pour s'occuper de sa correspondance quotidienne. En entrant dans la grande galerie, elle fut arrêtée net, non pas par la vue du corps, mais par un bruit. Un bruit qu'elle décrirait plus tard comme des pas légers s'éloignant, sur le marbre, bien que personne d'autre ne les ait entendus et qu'aucune trace ne fût décelée. En tournant le coin, elle vit la femme qu'elle avait servie pendant 10 ans, gisant morte. Au début, on pensa à une chute tragique. Lady Veronica n'était plus toute jeune, et le marbre était impitoyable. Mais les incohérences surgirent, oh, les incohérences. Une lettre manquante, arrivée la veille. Une coupe de champagne à moitié vidée, retrouvée en haut de l'escalier. Les lourds verrous de la porte principale tirés. Après, les domestiques prétendaient les avoir déjà verrouillés. Une seule trace de rouge à lèvres sur le col d'un homme qui prétendait ne pas l'avoir embrassé depuis des mois. Et surtout, cette curieuse empreinte de pas, elle ne correspondait absolument pas à la taille de Lady Veronica. Elle ne correspondait pas non plus à aucune chaussure trouvée dans la maison. La police locale était compétente, mais dénuée d'imagination. Une liste de suspects fut consciencieusement dressée. Chacun d'eux était présent à Ravenhurst Hall ce soir-là pour une petite célébration. Un dîner intime en l'honneur de la future récompense philanthropique de Lady Veronica. Les invités avaient passé la nuit sur place, la tempête ayant rendu les routes impraticables. Ils étaient tous présents et comptabilisés. Ou du moins c'est ce qu'il semblait. 3 jours plus tard, alors qu'un épais brouillard s'abattait sur la côte du Sussex et que les journaux se remplissaient de rumeurs de scandale, un certain gentleman belge arriva au grand domaine. Il ne se pressa pas. Non, M. Hercule Poirot ne se hâta pas. Il marchait prudemment, ses chaussures vernies luisant malgré la boue, son chapeau melon placé précisément à l'angle qu'il préférait. Le majordome le conduisit à travers le hall, où flottait une odeur de cire d'abeille et de lilas. Poirot s'arrêta brièvement devant les portes de la galerie, examinant le marbre en plissant les yeux. « Je comprends, » dit-il doucement, surtout pour lui-même, qu'elle a été retrouvée là. « Oui, monsieur, » dit le majordome en désignant l'escalier. Juste sur le palier. Poirot claqua sa langue, marcha légèrement sur le marbre et inclina la tête. « Ce sont toujours les pas, » a-t-il dit. « Ce qu'on n'entend pas qui compte le plus. » Poirot fit 2 pas délibérés dans la grande galerie de marbre, le regard fixé non sur l'opulence de Ravenhurst Hall, mais sur le silence lui-même. Il n'avait pas besoin d'un tableau spectaculaire ni d'un indice nouveau pour piquer sa curiosité. Non, ce qui intéressait Hercule Poirot, c'étaient les absences. L'avo exceptionnée. Les subtiles incohérences. Les symétries brisées. Il s'arrêta à mi-chemin, laissant sa main gantée tracer l'air au-dessus du marbre froid comme s'il sentait quelque chose juste au-delà de la perception. « Dites-moi, » dit-il sans se retourner, y avait-il des traces sur la rampe, des traces de lutte, ou peut-être qu'elle s'y était accrochée. Le majordome, Mortimer, un homme âgé qui parlait avec la révérence d'un fidèle de longue date de la famille, s'éclaircit délicatement la gorge. Aucun signalement de la part des gendarmes, monsieur. Cependant, la rampe d'escalier avait été polie plus tard dans la matinée, avant que la police ne songe à protester. De vieilles habitudes, voyez-vous. Oui, murmura Poirot, sa moustache tressaillant d'un léger mécontentement.
Trop vieux, peut-être. Il fit un petit tour dans la galerie, s'arrêtant devant l'un des bustes romains, César, peut-être, et l'évalua du regard. Puis il leva les yeux vers l'escalier où Lady Veronica était censée être tombée. Quelque chose dans ce spectacle le troubla. Il se retourna. Où est mademoiselle Hargrove? J'aimerais beaucoup lui parler. Miss Lavinia Hargrove fut convoquée au salon, une femme austère d'une quarantaine d'années, la bouche pincée et l'habitude de tenir ses mains derrière le dos comme pour corriger des écoliers. Elle entra avec une rapidité et une efficacité remarquables, mais ses yeux étaient rouges d'insomnie. Poirot lui fit un léger signe de tête, désignant le canapé. « S'il vous plaît, mademoiselle, c'est vous qui avez découvert le corps, n'est-ce pas ?» Miss Hargrove s'assit, non sans réticence, et serra les mains sur ses genoux. « Oui, monsieur Poirot. À 6h30 du matin, alors que je descendais préparer la correspondance du jour. Vous êtes entré directement dans la galerie? Je l'ai fait. Par le couloir nord, comme toujours. » Poirot pencha la tête. « Et tu as entendu quelque chose avant de voir Lady Veronica? » Elle fronça les sourcils. « Oui, des pas. Légers, rapides. » Il reculait, pensais-je. Mais quand je tournais au coin, la pièce était vide. Pas d'autre sortie? Aucun, monsieur. Seulement le passage des domestiques par la salle à manger, mais il était verrouillé de l'intérieur. Et les fenêtres n'avaient pas été dérangées. Poirot se pencha en arrière, les mains croisées sur son gilet. « Et vous êtes certaine, mademoiselle, d'avoir entendu des pas? » Une lueur d'hésitation. « Je crois que oui. Pas très fort, remarqué, mais très distinct. » Poirot resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle. Vous êtes très précise. Maintenant, dites-moi, comment était Lady Veronica la veille au soir? » « Elle était pleine d'entrain, » répondit prudemment mademoiselle Hargrove. « Exubérante, même. Elle était ravie de la cérémonie de remise des prix prévue à Londres la semaine prochaine. Est-ce qu'elle buvait beaucoup? Une seule coupe de champagne avec les invités. Elle n'aimait pas les excès, elle disait que cela engourdissait l'esprit. Poirot sourit faiblement. Une femme selon mon cœur. Il se leva et fit les 100 pas devant la cheminée. Mademoiselle, on parle d'une lettre, arrivée la veille de l'incident et qui a depuis disparu? Mademoiselle Hargrove cligna des yeux. Comment le savez-vous? Poirot se tapota simplement la tempe. Les petites cellules grises remarquent ces omissions. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Il est arrivé par coursier. Remis en main propre. Je l'ai remis personnellement à Lady Veronica, vers 10h. Elle l'a lu immédiatement, l'a regardé, troublée, et m'a laissé passer la nuit. Au matin, il était introuvable. Et vous avez informé la police. Je l'ai fait, dit-elle d'un ton sec, mais il semblait plus intéressé par ses pas dans l'escalier que par sa correspondance. Poirot haussa les sourcils. Ah non, non, c'est toujours l'élément humain qui compte. L'esprit derrière l'acte. Ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle craignait. Il s'inclina courtoisement et s'excusa. Il devait encore voir une personne avant le dîner, Lord Geoffrey Alcombe, l'ex-mari de Lady Veronica. Bien qu'ils portaient le même nom, leur vie avait depuis longtemps divergé. Lord Geoffrey était revenu à Ravenhurst pour la célébration à l'invitation de Veronica, un fait que Poirot trouvait curieux. Il trouva Lord Alcombe dans la bibliothèque, un verre à la main, contemplant les jardins envahis par la végétation comme si la réponse à sa misère résidait dans les ronces. « Vous êtes Poirot ?» dit l'homme sans se retourner. Le détective étranger qu'ils ont fait venir pour donner de l'importance à toute cette affaire. Poirot haussa un sourcil, imperturbable. « Je suis l'homme qui remarque les choses, monsieur. Les choses qui ne vont pas. Lord Holcombe, Rickhanna Meermut. Cela couvre la majeure partie de cette maison. Vous étiez ici la nuit de la mort de votre femme. Oui. Tu lui as parlé? » Il se retourna alors, le visage ridé par la lassitude. Brièvement. On a dansé une fois, maladroitement. Elle a plaisanté sur le sentiment étrange que cela faisait de ne pas se détester. Je lui ai dit que c'était encore un peu le cas. Charmant, dit Poirot d'un ton froid. Et après le dîner? J'ai pris ma retraite. Vers 11h. J'avais un léger mal de tête. J'ai lu un peu, fumé et je suis allé me coucher. Je n'ai rien entendu. Pas même le bruit des pas sur le sol en marbre. Les yeux d'Alcombe se levèrent brusquement. Que suggérez-vous? Rien du tout. Seulement que quelqu'un les a entendus. Et quelqu'un, je crois, voulait qu'ils soient entendus. Il y eut un moment de silence entre eux.
L'aimais-tu encore? Demanda doucement Poirot. Lord Holcombe Lysa, a chaper, on long supper. Je ne sais pas. Elle était impossible. Brillante, vaniteuse, manipulatrice, mais aussi gentille quand elle le souhaitait. Je suppose qu'une part de moi a toujours espéré que nous retrouverions le chemin du retour. Poirot inclina la tête. Merci, monsieur. En quittant la bibliothèque, Poirot assemblait déjà les pièces du puzzle. Remarques éparses, absence, la lettre disparue et l'empreinte de pas étranges. Pas encore assez pour dessiner le motif complet, mais sa forme se dessinait. Au dîner, il dîna tranquillement parmi les convives restants un artiste, un médecin, un cousin viennois et une jeune femme dont le lien avec le défunt lui restait encore obscur. Il les observa attentivement, prêtant l'oreille au rythme de leurs paroles, au bref silence à la mention du nom de Lady Veronica, à l'attention à l'appel de la police. Et puis, juste au moment où les serviteurs apportaient le second plat, un homme maigre portant des lunettes laissa tomber son verre de vin. Il se brisa brutalement sur le sol, provoquant un sursaut dans la salle. J'ai cru entendre quelque chose, murmura-t-il, le visage pâle. Poirot se pencha en avant, sa voix douce comme du velours. Des pas? Demanda-t-il. Sur le marbre? L'homme hésita, puis hocha lentement la tête. Poirot sourit. Maintenant, le jeu avait vraiment commencé. L'instant passa dans le silence. Le verre à vin brisé gisait, scintillant comme une flaque de rubis, sur le parquet, et tous les regards se tournèrent vers celui qui l'avait laissé tomber. Le docteur Simon Langlais, un homme grand et anguleux, au front trop large et au nerf trop apparent. Il s'essuya le front avec une serviette, évitant le regard de tous. Poirot, assis en diagonale face à lui, observait le docteur comme s'il s'agissait d'un spécimen particulièrement intéressant sous une cloche de verre. Il ne dit rien, mais rien ne lui échappa non plus. Le tic des doigts de l'homme, le léger tremblement de sa voix, la façon dont son regard se posait sans cesse sur le couloir menant à la grande galerie de marbre. Ce fut la cousine de Lady Holcombe, Miss Isadora Vernet, qui rompit enfin le silence. « C'est encore la tempête, » dit-elle d'un ton un peu trop enjoué. « Le vent fait des choses étranges aux vieilles maisons comme celle-ci. » Poirot remua légèrement. « Ah, mademoiselle, vous parlez sagement. Mais le vent n'imite pas les pas. Il ne fait pas non plus tomber son verre comme si quelque chose en lui avait cédé. » L'Anglais se redressa sur son siège, luttant visiblement pour retrouver son calme. « J'ai mal dormi la nuit dernière. J'étais nerveux. Pardonnez-moi. Toute cette affaire est encore si fraîche. » Le ton de Poirot était doux. « Alors vous les avez entendus aussi? Les pas, je veux dire? » « Je croyais bien, » dit enfin l'Anglais. Vers 3 heures du matin. Un pas léger, traversant rapidement le couloir. J'ai ouvert ma porte pour regarder, mais je n'ai rien vu. Et vous n'avez pas pensé à donner l'alerte? L'Anglais jeta un coup d'œil autour de la table, visiblement gêné. J'ai supposé que c'était un membre du personnel. Ou mon imagination. Il y en a eu assez ces derniers jours. Poirot ne dit rien de plus pour le moment. Le dîner reprit, mais l'ambiance avait changé. Les conversations devinrent dispersées, nerveuses. Poirot joua avec une cuillerée de syllabub au citron et observa chacun avec une intensité silencieuse. Une fois le dernier plat débarrassé, Poirot se leva et annonça qu'il souhaitait organiser une brève réunion au salon. « Juste quelques questions, mes amis. Vous me permettrez? J'espère. Je déteste le désordre dans une maison, il faut y mettre de l'ordre. » Ils se rassemblèrent sous les lourds rideaux de velours du salon. Un feu crépitait dans l'âtre, mais personne ne s'en réchauffait. Poirot resta debout, les mains soigneusement croisées sur son gilet. « Comme vous le savez, commença-t-il, une question plane comme un courant d'air indésirable. La mort de Lady Veronica était-elle un accident ou un meurtre? » Il laissa le silence s'étirer avant de continuer. « La police préfère la première option. Une chute, dit-on. Un faux pas. Mais Lady Veronica portait des pantoufles à talons bas, n'est-ce pas? Elle était gracieuse, précise dans ses mouvements, sûre d'elle. Et puis il y a l'empreinte de pas. Une seule marque, une pointure trop grande pour son pied, tournée vers l'extérieur du corps plutôt que vers lui. Courrier. Non? Personne ne répondit. Poirot se tourna vers Lord Holcombe, qui se tenait raide près de la cheminée. L'avez-vous vu entrer seul dans la galerie cette nuit-là? Je ne la surveillais pas constamment, répondit sèchement Holcombe. Mais je crois qu'elle est allée chercher quelque chose dans le bureau. Une lettre, peut-être. Ah, encore la lettre mystérieuse. Et aucun de vous n'a vu cette lettre ensuite?
Les têtes secouèrent dans la salle. Poirot se tourna alors vers Miss Isadora Vernet. Mademoiselle, vous êtes la cousine de Lady Veronica. S'est-elle confiée à vous ce soir-là? Mademoiselle Vernet hésita. Elle a évoqué un sujet important. Une découverte récente, quelque chose de troublant. Mais elle n'a pas donné de détails. Elle avait ce regard, vous savez, quand elle était à la fois effrayée et ravie. Merci, dit doucement Poirot. Et où étiez-vous entre 11h et minuit? Dans la salle de musique. Je jouais, surtout. Seul. Personne ne m'a entendu, j'en ai peur. Sauf, peut-être, les pas qui traversaient la salle de marbre, dit doucement Poirot. Elle n'a rien dit en réponse. Poirot se tourna enfin vers le docteur Langlais, assis près du feu, les genoux serrés. Docteur, vous étiez autrefois très proche de Lady Veronica, n'est-ce pas? Le visage de Langlais rougit. Il y a des années. Avant son mariage. Ce fut une brève amitié. Poirot hocha la tête. Et pourtant, vous avez été invité à cette célébration très intime. Nous étions redevenus cordiaux, voire proches. Elle m'avait invité à la conseiller sur une association médicale caritative qu'elle était en train de créer. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Vous êtes médecin, n'est-ce pas, docteur? Un homme de science. De raison. Je l'espère. Alors, dit Poirot en s'approchant, vous pouvez m'expliquer cette contradiction. La cause du décès de Lady Veronica a été déclarée comme étant une fracture du cou due à une chute. Mais son corps a été retrouvé couché de telle manière qu'aucune torsion, aucune contorsion naturelle n'aurait pu produire cet angle. Elle n'était ni affalée ni recroquevillée, elle était disposée. Êtes-vous d'accord? Langley déglutit. Je ne l'ai pas examiné moi-même. Mais oui, d'après ce que j'ai compris, c'est plausible. Poirot hocha brusquement la tête. Elle n'est pas tombée. Elle était placée. Un murmure parcourut la pièce. Poirot se retourna, la voix calme mais résolue. Quelqu'un dans cette maison a tué Lady Veronica Alcombe. Et il l'a fait avec précision, calcul et compréhension du comportement humain. Ce n'était pas une impulsion, mais une préparation. Il recula, son ton s'adoucissant à nouveau. Demain, je vous demanderai de me rencontrer chacun individuellement. Nous parlerons, tranquillement, en détail. Et ensemble, nous découvrirons la vérité. Car les pas sur le sol de marbre n'étaient pas un accident. C'était un message. Sur ce, Poirot s'excusa, laissant derrière lui une pièce pleine de visages silencieux et de peurs privées. Dans sa chambre ce soir-là, il étala ses notes sur un épais papier crème. Il ne mentionna ni empreinte digitale ni balustrade brisée, mais plutôt, elle savait quelque chose. Elle n'en a parlé à personne. Une personne craignait ses connaissances. Cette personne a laissé une trace, non pas dans le sang, mais dans le rythme. Poirot regarda par la fenêtre. Dehors, l'orage était passé. Mais à l'intérieur, la véritable tempête ne faisait que commencer. Le lendemain matin se déroula sous un ciel plombé, gris et lourd d'un silence qui faisait sonner les horloges plus fort. Le petit déjeuner fut servi en silence. Les invités étaient assis comme des pièces d'échecs, chacun observant les autres avec un calcul subtil. Un domestique apporta le courrier, et personne ne le prit. Poirot arriva à 8h30 précises, impeccablement coiffé, les chaussures cirées et la moustache symétrique. Il salua chaque invité d'un signe de tête, sans toutefois lui offrir de civilité. Il les invita plutôt à se présenter un par un dans le petit bureau. La première à entrer fut Mademoiselle Isadora Vernet. Elle portait un châle de soie soigneusement drapé autour de ses épaules et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui s'efforçait de ne pas trahir son malaise. Poirot désigna la chaise en face de lui et lui adressa un mince sourire. « Vous êtes à l'aise, mademoiselle ?»« Autant qu'on peut l'être, compte tenu des circonstances. »« Bien, soyons francs, d'accord ?» Il se pencha légèrement. « Vous avez dit hier soir que Lady Veronica avait laissé entendre quelque chose de troublant. Qu'elle semblait à la fois ravie et effrayée. Qu'a-t-elle dit exactement ?» Isadora réfléchit un instant, puis répondit lentement. Elle a dit, il y a une certaine satisfaction à savoir quelque chose avant tout le monde. Puis elle a souri, bizarrement. Je lui ai demandé des explications, mais elle a balayé l'idée, disant qu'elle me le dirait le moment venu. Et a-t-elle mentionné la lettre? Les sourcils d'Isadora se froncèrent. Juste en passant. Elle a dit qu'il était arrivé en main propre, et elle a trouvé ça amusant. Ou peut-être. Ironique. Elle a dit, certaines personnes n'apprennent jamais que le passé ne reste pas toujours enfoui. C'est tout. Poirot hocha lentement la tête.
Tu es sûr qu'elle a dit quelques personnes? Pas une personne en particulier. Elle était prudente avec ses mots, comme toujours. Poirot tapota doucement le bureau du doigt. Mademoiselle, pardonnez-moi, mais vous avez été la dernière personne à lui parler en privé ce soir-là, n'est-ce pas? Isadora hésita. Je crois que oui. Alors peut-être, dit doucement Poirot, tu en sais plus que tu ne le penses. Elle tressaillit légèrement, mais ne dit rien de plus. Il la congedia gentiment. Le visiteur suivant était Mortimer, le majordome. Il affichait une dignité résignée, mais son regard était attentif, comme celui d'un homme ayant passé sa vie à cataloguer ce que les autres tentaient de dissimuler. Mortimer, commença Poirot, vous êtes dans cette maison depuis combien de temps? 32 ans, monsieur. Vous connaissez chaque craquement et chaque écho dans cette maison, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors je vous demande ceci, la nuit de la mort de Lady Veronica, avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel? Mortimer hésita, puis hocha brièvement la tête. J'étais dans l'aile ouest, en train d'éteindre les lumières. Vers 11h15, j'ai entendu de la musique. Faible, mais distincte. Un piano. Quelqu'un jouait un nocturne de Chopin. J'ai supposé que c'était Mademoiselle Vernet. Quelqu'un est-il passé par la grande galerie que vous avez vue? Personne. J'ai vérifié les serrures moi-même après minuit. Tout est sécurisé. Poirot marqua une pause. Vous n'avez pas vu Lady Veronica ce soir-là, après le dîner? Oh non, monsieur. Pourtant, quelqu'un lui a servi une coupe de champagne à l'étage. Mortimer cligna des yeux. Monsieur? Poirot hocha la tête. Il y avait un verre inachevé en haut de l'escalier. Vous dites que la maison était fermée à clé, silencieuse et que tout était réglé. Et pourtant un invité est allé chercher un verre et l'a apporté. Ce n'est pas dans les habitudes d'une femme qui a prévu de se coucher tôt. Non, Mortimer, quelqu'un lui a rendu visite. Mortimer Parrot Trouble. Alors ils ont dû partir discrètement. La voix de Poirot s'adoucit. Ou avec une discrétion experte. Il laissa partir Mortimer et convoqua ensuite le docteur Langlais. Langlais entra d'un pas raide, les doigts crispés, jouant avec le bord de son manteau. Poirot ne lui proposa pas de siège. Vous saviez qu'elle avait un problème cardiaque, n'est-ce pas? Langlais se fichea. Ce n'était pas grave. Un prolapsus de la valve mitrale. Ce n'était pas rare. Et pourtant, vous l'aviez averti, il y a longtemps, de ne pas se donner trop de mal. J'ai retrouvé la lettre dans sa vieille correspondance. Langlais détourna le regard. C'était il y a des années. Elle ne présentait aucun symptôme. Elle refusait de croire que quelque chose n'allait pas. Vous avez été intime autrefois, dit Poirot d'un ton neutre. Et puis on vous a abandonné. Le visage de l'Anglais se déforma. J'étais jeune. J'ai récupéré. La voix de Poirot baissa. Mais quand elle vous a invité à revenir, avez-vous ressenti de l'affection ou du ressentiment, docteur? Les mains de l'Anglais se crispèrent. Elle voulait mon avis médical, c'est tout. Et je le donnais. Je n'avais aucune raison de lui faire du mal. Poirot pencha la tête. Non? Et pourtant, vous prétendez avoir entendu des pas hier soir à 15h, sans chercher à les identifier. Curieux pour un homme si attaché à la rationalité. Langley S.E. leva brusquement. C'est absurde. Tu joues à la psychologie. Poirot a simplement dit, exactement. Langley S. Part 1 in silence. Il était tard dans la matinée lorsque leur Alcombe entra. Il marchait d'une démarche gracieuse et raide, comme accablé par le souvenir plutôt que par l'âge. Poirot ne lui offrit aucune cérémonie. Monsieur, vous ne l'avez pas aimé au final, n'est-ce pas? Holcomb Asset. Non, mais je la respectais, plus qu'elle ne le faisait pour moi. Et pourtant, elle t'a invité à revenir. Elle avait ses raisons. Lesquelles étaient? Pour réparer la brèche. Peut-être pour une apparition publique. Peut-être pour se culpabiliser. Poirot l'observa. Et vous, monsieur, vous avez accepté. J'ai pensé pouvoir lui pardonner. Elle m'avait écrit 2 semaines auparavant, parlant de réflexion. De réparation. Le regard de Poirot s'éclaircit. Tu dis qu'elle t'a écrit. Alcombe hocha la tête. Une lettre. Je l'ai. Voulez-vous la voir? Le pouls de Poirot s'accéléra. S'il vous plaît. Quelques instants plus tard, Poirot tenait la lettre dans ses mains gantées. Elle était brève, mais clairement écrite par Véronica. Mais la date lui frappa aussitôt, la veille de sa mort. Elle lui avait encore écrit. Elle vous a invité ici, murmura Poirot, en signe de réconciliation. Mais si la première lettre n'était pas la seule qu'elle avait écrite ce soir-là? Alcombe ne dit rien,
mais son froncement de sourcils s'accentua. Une fois les interviews terminées, Poirot retourna à la galerie. Debout au pied de l'escalier, les yeux plissés, il rassemblait ses pensées. La lettre manquait parce qu'elle avait changé quelque chose. Elle avait poussé quelqu'un à agir, non par rage, mais par peur. Cette lettre contenait une information, peut-être une menace. Lady Veronica y avait fait allusion. Isadora avait perçu le ton. Quelqu'un l'avait lue et ne pouvait se permettre de la laisser savoir. Poirot s'accroupit près du marbre, examinant une fois de plus l'empreinte. La marque était délicate, incomplète, non pas due à une foulée, mais à un déséquilibre. Quelqu'un s'était approché d'elle, l'avait surprise, puis avait fait en sorte que sa chute ressemble à un accident. Mais les accidents n'ont pas laissé d'empreinte symétrique. Le meurtre, lui, l'a fait. Au fond du couloir, une silhouette apparut. Hastings, arrivé de Londres à la demande de Poirot, son chapeau à la main, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tu aimes convoque Poirot ?» Poirot se leva avec un léger sourire. « Oui, mon ami. Le moment approche. » « À l'approche de quoi ?»« La révélation, » dit Poirot calmement. « De qui a entendu les pas, non pas sur le sol de marbre, mais dans leur conscience. » Hastings retira son manteau et parcourut du regard la vaste salle de marbre avec un léger frisson. « Eh bien, Poirot, je dois dire que cet endroit donne des frissons. Toute cette pierre, on se croirait dans un tombeau. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Oui, mon ami, et vous voyez ce que la plupart ne voient pas. Ce n'est pas la grandeur qui compte, mais l'écho de ce qui l'a traversé. Cette galerie, elle se souvient. » Ils entrèrent dans le bureau. Poirot ferma soigneusement la porte et fit signe à Hastings de s'asseoir. « Je t'ai amené ici, Hastings, non seulement pour observer, mais pour aider. Ton esprit, bien que parfois, comment dire, délicieusement imprécis, voit souvent ce que le mien choisit de tester. » Hastings rit doucement, un peu gêné. « Bon, je ferai de mon mieux. Que as-tu découvert ?» Poirot lui tendit 2 documents, la seconde lettre de Lady Veronica à Lord Alcombe et un mot retrouvé sur le bureau de la défunte dame, un bout de papier à moitié brûlé, dissimulé sous la doublure d'un tiroir. Il ne contenait que quelques mots lisibles. « Je dois prévenir quelqu'un. Sinon, pour la nuit à Vienne. » « C'est tout ?» demanda Hastings en examinant les bords carbonisés. Poirot hocha la tête. « Mais cela, mon cher Hastings, suffit amplement. Avec les empreintes de pas et la lettre manquante, nous commençons à comprendre. » « Comprendre quoi ? Le mobile de ce meurtre n'est pas présent, il est passé, enfoui depuis longtemps. Mais comme l'a dit Lady Veronica elle-même, certains n'apprennent jamais que le passé ne reste pas toujours enfoui. Elle savait quelque chose que quelqu'un voulait garder secret, et elle avait l'intention de le révéler. Hastings se renversa en arrière, les sourcils froncés. « Tu crois que ça a un rapport avec Vienne ? Je pense que tout a commencé à Vienne. » Ils furent interrompus par un léger coup frappé. Mademoiselle Hargrove entra, un dossier serré contre sa poitrine. Elle était pâle. « Pardonnez-moi, monsieur Poirot, » dit-elle doucement, « mais j'ai trouvé quelque chose ce matin. Je ne savais pas si c'était pertinent. C'est un recueil de lettres privées de Lady Veronica. Elle les conservait séparément des archives de la maison. J'ai pensé que vous devriez y jeter un coup d'œil. » Poirot prit le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement empilées, se trouvaient des lettres datées de plusieurs années, certaines provenant des contacts caritatifs de Lady Veronica, d'autres plus personnelles. Mais une enveloppe était plus récente que les autres et ne portait ni adresse ni timbre. Le papier était cher. Manuscrit d'une écriture élégante et filiforme, ces lettres glaçaient même Hastings. « Si tu dis un mot de Vienne, je te détruirai. Nous étions tous les deux là. Tu n'es pas innocent, Veronica. » Poirot le lut 2 fois avant de le plier soigneusement. Et voilà. Mademoiselle Hargrove paraissait malade. « Vous pensez que quelqu'un l'a menacée ? Que c'est pour ça ?» Poirot hocha la tête. « Oui, mademoiselle. Ce n'était pas une colère oiseuse. C'était de la peur, une peur profonde et persistante. Et l'écrivain, ce devait être quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui savait ce qu'elle savait. » Elle hésita. « Pensez-vous que ce pourrait être Lord Holcombe ? » « Non, » répondit Poirot sans hésitation. « Cette écriture n'est pas la sienne. Et il n'aurait pas écrit de manière aussi indirecte. Non, c'est quelqu'un qui s'est dissimulé. » Hastings fronça les sourcils. Les seules autres personnes qui étaient à Vienne au même moment. Poirot leva le doigt. « Ne devinez pas, Hastings. Nous devons confirmer. »
Pour cela, nous allons affronter les ombres une par une. Plus tard dans l'après-midi, Poirot retrouva le docteur Langlais. Le médecin arriva plus sur ses gardes, les rides autour des yeux plus profondes qu'auparavant. Poirot ne le salua pas. Il brandit plutôt la lettre. « Reconnaissez-vous cela, monsieur ?» Langley hésita. « Je ne l'ai jamais vu. » « En es-tu tout à fait sûr ?» J'ai dit. « Laissez-moi vous dire ce que je crois, docteur Langlais. » Dit Poirot en l'interrompant doucement. « Il y a des années, vous exerciez à Vienne. À cette époque, il y avait une patiente, une jeune femme, pas Lady Veronica, non, mais quelqu'un de proche. Une pupille, une jeune fille nommée Élise Riddle. Vous vous souvenez d'elle ?» L'expression de Langlais changea, l'espace d'une seconde. Un souvenir lointain, vite oublié. Poirot poursuivit. Lady Veronica accompagna Élise à Vienne. Elle était protectrice. Et elle soupçonna plus tard, à juste titre, que la mort d'Élise n'était pas l'accident qu'elle semblait être. On murmurait à l'époque que la jeune fille avait subi des traitements inappropriés. Aucune inculpation officielle n'a été portée, bien sûr. Langlais le fixa du regard. « Tu n'as aucune preuve. » « Mais elle l'a fait, » dit Poirot. Lady Veronica avait rassemblé ses propres preuves. Des notes, des archives. Elle avait l'intention de publier quelque chose, un exposé, peut-être sous forme de récit romancé. Elle a attendu toutes ces années jusqu'au moment opportun. Et puis elle vous a écrit cette lettre. Poirot brandit la menace anonyme. « Ceci, docteur, est votre écriture. » La voix de Langlais était rauque. « Tu ne peux pas le prouver. »« Non, je l'ai déjà envoyé à un graphologue à Londres. Mais même sans la science, c'est votre formulation. Précise, condescendant et familière. C'est comme ça que vous parlez quand vous perdez le contrôle. » Langlais se leva, les poings serrés. « Je ne l'ai pas tué. »« Non, » répondit Poirot calmement. « Mais vous avez essayé de l'effrayer. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle vous confronte directement ce soir-là. Lorsqu'elle a menacé de parler publiquement, quelqu'un d'autre l'a entendu. Quelqu'un pour qui une révélation serait fatale, non seulement socialement, mais aussi juridiquement. » Les yeux de Langlais s'écarquillèrent. « Tu veux dire que ce n'était pas moi ?» Poirot le fixa d'un regard sévère. « C'était quelqu'un qui savait que tu l'avais menacé. Quelqu'un qui a utilisé ta lettre comme couverture. Astucieux, certes, mais trop astucieux. » Langlais se rassit, bouleversé. « Et alors ?» Poirot resta silencieux un long moment. Il plia simplement la lettre, la remit dans l'enveloppe et la glissa dans sa poche. « Il me reste une conversation à avoir, Hastings, » dit-il doucement après le départ de Langlais. Et ensuite, la vérité. Hastings le regarda, perplexe. « Mais qui reste-t-il » Poirot se dirigea vers la fenêtre et regarda la pelouse embuée. « Celle que nous avons tous oubliée, » dit-il doucement. « Celle qui traverse la maison sans être entendue. Celle qui comprend le silence, parce qu'elle y vit. » Et sur ce, il se retourna et se dirigea vers les quartiers des domestiques. Chaque pas résonnait faiblement sur le sol poli, mesuré, délibéré, comme si le marbre lui-même écoutait désormais. Le couloir menant au quartier des domestiques était étroit, faiblement éclairé et dégageait une légère odeur de savon à la lavande et de plomb noir. Ici, l'air était différent, plus lourd, avec un calme qui n'était pas celui du silence, mais plutôt celui d'une vie soigneusement confinée. Poirot marchait lentement, chaque pas de chaussure cirée résonnant légèrement sur les dalles, comme si, à cet instant même, le bâtiment conspirait pour l'écouter. Il atteignit une porte modeste au fond et frappa doucement. Ce fut une jeune femme d'une trentaine d'années qui répondit, pâle et frêle, son uniforme impeccable, l'expression difficile à déchiffrer. Son regard, vif, intelligent et légèrement méfiant, croisa celui de Poirot sans crainte. « Mademoiselle Delphine Renaud. » dit-il doucement. « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix calme et ferme. « Vous êtes la femme de chambre affectée à l'aile de Lady Veronica. »« Je l'étais, monsieur. Puis-je vous parler en privé ?» Elle jeta un coup d'œil à la pièce. Petite, bien rangée, le lit impeccablement fait, un seul livre posé face contre terre sur l'oreiller. Puis elle hocha la tête et s'écarta. Poirot entra et resta un moment, les mains jointes, avant de prendre la parole. « Vous avez été très discrète tout au long de cette enquête, mademoiselle. D'autres ont parlé, fait des allusions, révélé de petites vérités et de gros mensonges. Mais vous n'avez presque rien dit. » Delphine baissa les yeux. « Je ne pensais pas que ce serait mon rôle. »
Mais c'est votre place, dit doucement Poirot. Vous avez vu des choses que les autres n'ont pas vues. Vous avez entendu des choses qu'ils ont oublié avoir dites à voix haute. Et surtout, vous connaissiez Lady Veronica mieux que quiconque. Non pas comme une égale, mais comme une observatrice. Une observatrice attentive. Elle ne dit rien, mais il vit le léger resserrement de ses doigts là, où il serrait son tablier. Dites-moi, continua-t-il, étiez-vous dans la maison la nuit où Lady Veronica est morte? Je l'étais, dit-elle doucement. Je ne suis jamais parti. Tu lui as servi la coupe de champagne. Delphine secoua la tête. Elle est allée la chercher elle-même. Je l'ai vue traverser la galerie juste avant 11 heures. J'étais en train de polir l'argenterie dans le garde-manger. Elle avait l'air agitée. Et quelqu'un d'autre l'a suivie? Il y eut une hésitation. Poirot attended. Oui, dit enfin Delphine. Mademoiselle Isadora. Ah, dit Poirot, les yeux brillants. Maintenant, abordons le cœur. Je l'ai vue monter l'escalier principal après Lady Veronica. Continua Delphine d'une voix plus ferme. Elle était pieds nus. Elle tenait quelque chose, des papiers, je crois. Elle ne m'a pas vu. Avez-vous entendu quelque chose après? J'ai entendu des voix qui s'élevaient, puis un bruit sourd, et puis, des pas. Poirot s'approcha, baissant la voix. Les pas, vous les avez entendus? Delphine hocha la tête. Ils étaient rapides. Ils battaient en retraite. Mais pas paniqués, plutôt comme quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Poirot la regarda avec approbation. Et pourtant, tu n'en as parlé à personne. Le regard de Delphine s'y posa. Je ne voulais pas y croire. Mademoiselle Isadora a toujours été gentille avec le personnel. Et Lady Veronica, elle était difficile, parfois cruelle. Mais elle ne méritait pas ce qui est arrivé. Poirot lui prit doucement la main et la tapota une fois. Mademoiselle, vous avez bien agi. Vos yeux ont vu clair. Et maintenant, il est temps que la vérité éclate au grand jour. Il quitta sa chambre sans un mot, remontant d'un pas rapide le couloir vers la maison principale. Hastings le retrouva dans le salon, où les invités se réunissaient une fois de plus pour prendre le thé. Poirot fit un geste discret. Dit à Mortimer de rassembler tout le monde dans la grande galerie de marbre d'ici 1 heure. La galerie? Hastings leva les yeux, perplexe. Oui, dit Poirot. Là où tout a commencé. Là où le marbre se souvient encore. À 4 heures précises, la galerie était éclairée par la douce lueur des appliques à gaz. Le lustre au-dessus de la salle scintillait comme s'il avait un jour éclairé la mort. Poirot se tenait au pied de l'escalier, les autres disposés en demi-cercle. Laura Alcombe, la bouche pincée par la suspicion. Le docteur Langlais, pâle et visiblement agité. Mademoiselle Isadora Vernet, réservée et posée, mais trop immobile. Mademoiselle Hargrove, serrant ses gants. Mortimer et Delphine, silencieuses et ombragées au fond. La voix de Poirot, quand elle se fit entendre, était calme, mesurée, sans fioriture. Mesdames et messieurs, la vérité n'est pas un coup de tonnerre. C'est une chose douce. Elle n'arrive pas avec fureur, mais avec précision. Et c'est cette précision qui nous permet de voir que Lady Veronica Alcombe n'a pas fait une chute mortelle. Elle a été poussée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Par quelqu'un qui craignait son pouvoir de parole. Un bruissement se fit entendre parmi les invités. Poirot poursuivit. Nous savons que Lady Veronica avait découvert quelque chose, un secret lié à Vienne et à la mort d'une jeune femme. Le docteur Langlais l'a menacé de silence, mais il n'était pas le meurtrier. Il craignait d'être démasqué, mais il n'a pas eu l'audace d'agir. Langlais laissa échapper un soupir et détourna le regard. Non, dit Poirot, le regard balayant le groupe. Le tueur est quelqu'un de bien plus proche. Quelqu'un qui vivait non pas dans la culpabilité, mais dans la honte. Moi Isadora Vernet. Des hoquets de surprise suivirent. Les lèvres d'Isadora s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Poirot se tourna vers elle. Vous avez suivi votre cousine cette nuit-là. Vous portiez la lettre, le récit original et non retouché de ce qui est arrivé à Élise Riddle. Vous l'avez confrontée, suppliée de ne rien révéler. Car vous étiez là, à Vienne, vous aussi. Ni témoin, ni victime, mais complice. Vous avez contribué à étouffer l'affaire pour préserver la réputation de la famille. Votre avenir en dépendait. Isadora tremblait. C'est un mensonge. Non, mademoiselle. C'est la vérité. Vous l'avez affrontée dans l'escalier. Elle a refusé de détruire les preuves. Il y a eu une bagarre.
Vous vouliez peut-être seulement l'effrayer. Mais elle est tombée. Et puis, vous avez mis en scène la scène. Le champagne, l'empreinte de pas, le verrou tiré. Et vous avez cru que personne ne vous avait vu. Delphine s'avança alors, son visage indéchiffrable. Mais quelqu'un l'avait fait. Le visage d'Isadora se décomposa. Elle allait tout gâcher. Le trust, la fondation, notre nom de famille. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle le devait à cette fille. Et elle avait raison. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas la laisser faire. Poirot inclina légèrement la tête. Alors, tu l'as fait taire. D'une simple poussée. La galerie retenait son souffle. Isadora s'affala sur la chaise la plus proche, la tête entre les mains. Je ne voulais pas la tuer. Poirot se tourna vers Hastings, qui se tenait silencieux à côté de lui. Parfois, dit doucement Poirot, le bruit des pas n'est pas une approche, mais une retraite. Un éloignement de la conscience. Mais le marbre, lui, se souvient. Et moi aussi. Les autorités arrivèrent peu après. Tandis qu'Isadora était emmenée, Poirot jeta un dernier regard vers l'escalier. Et puis, à voix basse, à Hastings, la justice, mon ami, ne se fait pas toujours entendre avec fracas. Parfois, elle marche silencieusement, sur le marbre. À peine l'écho des bottes des agents s'était-il estompé dans l'allée que le silence revint à Ravenurstall, un silence non plus lourd de secret, mais teinté du souffle haletant de la révélation. Les invités, ou plutôt ceux qui restaient, avançaient comme des somnambules dans les couloirs silencieux, s'efforçant de concilier l'image raffinée de mademoiselle Isadora Vernet avec la vérité dévoilée au pied de l'escalier. Poirot n'y reposa pas. Il retourna au bureau avec Hastings, qui le suivit dans un silence pensif. La pièce, emplie du parfum des fleurs séchées et des reliures de cuir, était silencieuse, à l'exception du léger tic-tac de la pendule. Hastings prit enfin la parole. « Tu as toujours su que c'était elle, n'est-ce pas ?» Poirot croisa les doigts sous son menton. « Non, pas toujours. Jusqu'à ce que le rythme du récit change. Jusqu'à ce que les pas qui avaient hanté la galerie se révèlent non pas comme un fantôme, mais comme une signature, le retrait d'un esprit paniqué. » Il se leva, marchant lentement devant la fenêtre, regardant les nuages gris se rassembler au-dessus des arbres nus à l'extérieur. « Voyez-vous, Hastings, l'esprit qui commet un meurtre ne le fait pas seul. Il se révèle dans de petites contradictions. Le mensonge trop bien fait. Le mot choisi avec trop de soin. Mademoiselle Isadora, dans toute son élégance, ne s'est jamais trompée. Mais ce n'est pas naturel dans le deuil. » Hastings hocha lentement la tête. « Vous avez dit que quelqu'un avait disposé le corps. Que ce n'était pas la position de quelqu'un qui était simplement tombé. Tout à fait. Mais au-delà de ça, son mensonge était mécanique. Elle prétendait jouer de la musique seule. Pourtant, personne ne confirmait l'avoir entendu, à part Mortimer, et son récit ne mentionnait pas le deuxième morceau que Véronica était censée demander. Si elle jouait vraiment pour se calmer, comme elle a prétendu plus tard, elle l'aurait choisi. Au lieu de cela, elle a omis le détail. Et la lettre? Poirot ramassa le morceau carbonisé sur le bureau. Ah, la lettre. Un ouvrage empreint d'élégance et de terreur. Isadora avait l'intention de la détruire après la mort de Véronica, mais elle ne s'attendait pas à ce que Véronica en fasse une copie. C'est Delphine qui trouva la seconde version, cachée dans la doublure d'une boîte à souvenirs. Elle ne comprenait pas le reste, mais elle eut l'instinct de le protéger. Il se retourna, le regard perçant. Delphine, elle est le centre moral de la maison. Le témoin silencieux. Et comme tout bon serviteur, elle voit ce que les autres oublient de cacher. Le véritable meurtrier observe rarement l'invisible. Hastings fronça les sourcils et s'assit sur une chaise. Mais Poirot, si elle n'avait pas poussé Véronica délibérément, si c'était seulement pour l'effrayer. Poirot secoua la tête. Ne tombez pas dans le piège de la compassion. L'intention n'est qu'une partie de la culpabilité. Elle a porté les mains sur une femme qui se tenait au bord d'un escalier. Et une fois le crime commis, elle a préféré la dissimulation à la confession. C'est un choix. C'est un meurtre. Une pause s'installa entre eux. Et pourtant, ajouta doucement Poirot, elle ne sera pas pendue. La loi peut peser de tout son poids, mais elle ne trouvera aucun plaisir à poursuivre une femme de haut rang et endeuillée. Probablement un sanatorium. Une vie derrière des murs plus psychologiques que physiques. Croyez-vous qu'elle le regrette? Demanda Hastings. Poirot hésita. Elle regrette d'avoir été surprise. Mais peut-être, quand le silence reviendra et que personne ne la regardera,
elle finira par regretter plus sincèrement. On a frappé à la porte. C'était mademoiselle Hargrove, les mains toujours dégantées, les cheveux tirés en arrière avec un soin inhabituel. Elle paraissait étrangement plus jeune sans la tension de ses sourcils. Je tenais à vous remercier, Monsieur Poirot, d'avoir révélé cette affaire. Ce n'était pas seulement une justice pour Lady Veronica. C'était une sorte de libération. Poirot inclina la tête. Tu lui as été fidèle. Elle ne l'a pas toujours mérité, répondit-elle. Mais elle a essayé. Plus que la plupart. Poirot l'observa attentivement. Tu connaissais Vienne, n'est-ce pas? Mademoiselle Hargrove hésita. Je m'en doutais. Pas toute l'histoire, mais suffisamment pour savoir que quelque chose la hantait. Elle n'était jamais du genre à regarder en arrière, et pourtant elle gardait une carte de cette ville pliée dans un tiroir. Toujours à portée de main. Elle a marqué une fois, mais je n'ai jamais demandé pourquoi. Poirot hocha la tête. Il y a toujours une carte, Mademoiselle Hargrove. Pour certains, elle mène au salut. Pour d'autres, à la ruine. Elle le quitta alors et Poirot se retrouva une fois de plus seul avec Hastings. Eh bien, mon vieux, dit Hastings au bout d'un moment, je suppose que l'affaire est close. Une autre affaire classée. Non, non, non. Poirot leva le doigt. Ne parlez pas si vite. Reste à savoir pourquoi Lady Veronica a choisi ce moment pour agir. Hastings cligna des yeux. Mais la lettre du docteur Langlais ne l'a-t-elle pas provoqué? Oui, mais réfléchis, mon ami. Elle avait cette information depuis des années. Pourquoi maintenant? Poirot s'approcha du feu en se réchauffant les mains. Parce qu'elle savait autre chose. Quelque chose qui la poussait à agir. Il s'approcha du bureau et sortit de la poche de son manteau une feuille pliée, cachée dans le livre de chevet de Lady Veronica. C'était sa propre écriture, un mot adressé à personne en particulier. Parler, c'est risquer sa ruine. Se taire, c'est risquer son âme. Je ne peux plus être lâche. La jeune fille de Vienne méritait quelqu'un de courageux. Je l'ai trahi une fois. Je ne le referai plus. Elle était prête, murmura Poirot. Elle savait ce qu'elle risquait. Et elle a agi quand même. C'est ça, le courage, Hastings. Discret et absolu. Ils restèrent silencieux, le feu crépitant faiblement. Hastings finit par parler, d'un ton plus doux. Et maintenant, Poirot sourit faiblement. Retournons à Londres. J'écrirai à l'inspecteur principal Japp pour l'informer que l'affaire est réglée. Ensuite, nous dînerons peut-être quelque chose de réconfortant. Une soupe à l'oignon. Un rôti. Un peu de symétrie après tant de désordre. Il redressa ses menottes, prit sa canne et fit un signe de tête vers la porte. Alors qu'il pénétrait dans l'air frais de la cour, Poirot s'arrêta une fois de plus au pied des imposantes marches de marbre. Il leva les yeux non pas vers la balustrade, ni vers la courbe de l'architecture, mais vers le sol sous ses pieds. Et puis, presque pour lui-même, il dit, « Tu vois, Hastings, la bille dit toujours la vérité. Si seulement on savait écouter. » Et sur ce, Hercule Poirot se retourna et s'éloigna, le bruit de ses chaussures cirées traçant un rythme final sur le marbre, une coda à la musique de la mort qui avait joué là quelques jours auparavant. Le train du retour vers Londres filait à travers la campagne brumeuse dans un ronronnement mesuré, le wagon tremblant parfois au rythme des rails. Poirot était assis à côté d'Hastings dans un compartiment privé, ses mains gantées croisées sur un petit étui en cuir posé sur ses genoux. Son expression était contemplative, mais son regard, comme toujours, restait perçant. Il continuait à examiner, à mesurer, à soupeser. Hastings, sirotant du thé dans un thermos que le majordome de Ravenhurst avait gentiment préparé, se laissa aller en arrière et s'autorisa un rare soupir. « Je dois dire, Poirot, que je croyais que nous avions tout laissé derrière nous dans le hall. Mais vous avez toujours l'air de travailler dur. »« C'est vrai. » répondit simplement Poirot, les yeux rivés sur le reflet pâle de la fenêtre. Il y a une pièce du puzzle qui ne colle pas. Une incohérence, subtile mais persistante. Hastings fronça les sourcils. Mais vous avez dénoncé Isadora. Elle a avoué. Les lettres, la confrontation, tout la dénonçait. Exactement. C'est pourquoi cela m'inquiète. Poirot se retourna, les yeux brillants. Voyez-vous, Hastings, quand tout pointe trop clairement vers une seule personne, ce n'est pas toujours signe de culpabilité, c'est parfois signe d'arrangement. Arrangement. Poirot se pencha en avant. Imaginez, Isadora a suivi Lady Veronica. Elle l'a confrontée. Elles se sont disputées. Mais la chute fatale, était-elle délibérée?
Elle prétend que c'était une impulsion tragique. Mais et si ce moment avait été vu? Et si quelqu'un d'autre l'avait vu se dérouler? Quelqu'un qui aurait compris l'opportunité qu'il représentait? Hastings cligna des yeux. Tu veux dire qu'il pourrait y avoir un deuxième joueur? Poirot hocha lentement la tête. Je crois que quelqu'un d'autre était dans les parages cette nuit-là. Quelqu'un qui savait pour les lettres, pour Vienne, peut-être pas toute la vérité, mais suffisamment. Quelqu'un qui avait ses propres raisons de veiller à ce que Lady Veronica ne parle jamais en public. Langley? Demanda Hastings. Tu as dit toi-même qu'il cachait des choses. C'était vrai, acquiesça Poirot, mais il manquait de tempérament. Et il a été choqué, vraiment, quand je l'ai confronté. Non, Hastings, il y en a un qui se déplaçait discrètement, qui ne laissait aucune trace de passion, mais dont la présence imprégnait toute la maisonnée. Une présence qui passait inaperçue précisément parce qu'elle était si discrète. Le train émit un long et faible sifflement alors qu'il approchait de la périphérie de Londres. Poirot ouvrit son étui en cuir et en sortit une seule page, une page que Hastings n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un relevé financier, » dit Poirot en tapotant la page. Un retrait discret du compte personnel de Lady Veronica 2 semaines avant sa mort. Une somme de 500 livres. Retrait par procuration. Procuration. Poirot hocha la tête. Signé par un membre du personnel. Et la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour ce genre de course, Mademoiselle Hargrove. Hastings s'y redressa. Mais elle vous a aidé. Elle vous a apporté les lettres, elle a soutenu l'enquête. Ah, dit doucement Poirot, vraiment? Ou t'a-t-elle offert ce que tu cherchais? Juste assez de vérité, mais jamais la vérité entière? Le sifflement du train s'amplifia à l'entrée de Paddington. Poirot ramassa son manteau et sa canne, mais laissa la valise ouverte sur le siège. Hastings le suivit, essayant encore de saisir le sens des événements. Ils arrivèrent à Whitehall Place en taxi, où l'inspecteur en chef Japp les accueillit avec son mélange habituel de scepticisme et de curiosité. « Eh bien, si ce n'est pas le magicien et son assistant, » dit Japp, de retour du pays des manoirs en ruine et des scandales aristocratiques. Poirot inclina la tête. « Mon cher Japp, je vous apporte non seulement un scandale, mais aussi un nom qui pourrait vous intéresser. Une certaine Miss Lavinia Hargrove. » Japp haussa un sourcil. « La secrétaire? Je croyais que tu avais terminé. » Poirot sourit faiblement. « On a bouclé une affaire, mais pas l'affaire elle-même. » Il expliqua ses soupçons rapidement et précisément, comment le meurtre initial avait été dissimulé sous de faux aveux. Comment la secrétaire, toujours efficace et toujours présente, avait discrètement manipulé l'issue. Elle savait que Veronica hésitait, dit Poirot. Elle a vu l'anxiété grandissante d'Isadora, et peut-être même l'a encouragée. Mais quand la confrontation est arrivée et que la chute s'est produite, elle a agi. Elle a nettoyé. Elle a retiré la lettre en double. Elle a mis en scène le verrou. Elle a d'abord fait croire à un accident, puis, lorsque les soupçons ont grandi, elle m'a subtilement orienté vers Isadora. L'expression de Japp passa de l'incrédulité au respect réticent. C'est très soigné et très froid. En effet, dit Poirot, Mademoiselle Hargrove était celle qui avait le plus à perdre. Veronica était son employeur, certes, mais aussi sa geôlière. Elle contrôlait le trust, les finances, et elle connaissait le secret de Hargrove. Lequel est? Un scandale datant d'il y a 10 ans, a déclaré Poirot. Une fausse réclamation d'héritage impliquant un parent mourant au Canada. Les documents n'ont jamais été rendus publics, mais Veronica les a découverts l'année dernière et s'en est servi comme moyen de pression. Elle a menacé de rayer Hargrove du testament si jamais elle la trahissait. Hastings siffla. Alors la discrète secrétaire les a fait taire toutes les deux. D'abord Élise en aidant à couvrir les agissements de l'Anglais. Puis Veronica, quand le risque d'être démasquée est revenu. Et elle l'a fait, a déclaré Poirot, sans élever la voix. Plus tard dans la soirée, ils retournèrent à Ravenhurst, cette fois avec Japp à leur côté. Mademoiselle Hargrove les accueillit avec un calme raffiné, mais le léger tic au coin de sa bouche la trahit. Poirot n'a pas perdu de temps. Mademoiselle Hargrove, Lady Veronica a retiré 500 livres il y a 2 semaines. Vous avez encaissé l'argent pour elle. Puis-je vous demander où il est allé? Elle n'a rien dit. Poirot poursuivit, c'était pour payer un avocat. Quelqu'un qui organiserait la révélation de l'incident de Vienne dans un mémoire juridique, le dernier acte de justice de Veronica. Elle serait dit. Tu le savais, dit-il, et tu es intervenu.
Et quand la confrontation d'Isadora a tourné au drame, tu en as profité. Tu as effacé les éléments gênants. Tu lui as tendu un piège avec juste ce qu'il fallait de vérité pour être cru. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était à peine plus forte qu'un murmure. Elle allait tout gâcher. La confiance, les fondations auraient disparu avec sa disgrâce. Et donc, dit doucement Poirot, vous avez fait en sorte qu'elle meure en premier. Molly Hargrove n'y protesta pas. Elle hocha simplement la tête. Tandis que Japp l'escortait, Poirot se tenait de nouveau dans la grande galerie de marbre. L'orage était passé depuis longtemps. Dehors, la lune brillait faiblement à travers les hautes fenêtres. Hastings se tenait à côté de lui. « Eh bien, mon vieux, la galerie s'en souvient, n'est-ce pas ?» Poirot hocha la tête. « Oui, Hastings. Mais cette fois, ce n'était pas le bruit d'un pas, c'était l'absence de pas. Le silence ou la culpabilité auraient dû hurler. C'est ce qui m'a guidé. » Ils se retournèrent pour partir, et Poirot, jetant un dernier regard à la pierre polie, dit doucement. La meurtrière pensait pouvoir enfouir ses secrets dans le marbre. Mais même la pierre la plus froide laisse une chaleur lorsqu'on la presse. Le lendemain matin, clair et glacial, le soleil lançait de longs rayons à travers les hautes fenêtres de Ravensthorpe. La maison, bien que vidée de ses secrets et des personnes qui les avaient si précieusement gardés, ne semblait pas plus légère. Au contraire, elle semblait s'être éteinte, son silence témoignait désormais du soulagement plutôt que de la répression. Poirot parcourut une dernière fois la galerie, seul, à l'exception du lent écho de ses pas. Plus besoin de chercher des indices ni d'écouter des mots oubliés. Tout avait été dit. Tout avait été entendu. Hastings entra par le couloir du fond, son pardessus soigneusement plié sur un bras. « Japp vient de partir avec mademoiselle Hargrove, dit-il d'un ton plus calme que d'habitude. Pas un mot d'elle pendant le trajet jusqu'à la gare. Elle semblait épuisée. Poirot ne se retourna pas tout de suite. Elle a toujours vécu pour la structure, Hastings, pour l'architecture méticuleuse du contrôle. Mais ce genre d'esprit, confronté à l'effondrement, ne se brise pas bruyamment. Il s'effondre intérieurement, comme une fine colonne de sucre sous la pluie. Hastings hocha la tête et s'approcha, son regard se portant vers l'escalier où Lady Veronica était morte. Difficile de croire que tout a commencé avec une jeune fille à Vienne. Toute cette distance, tout ce temps. Et pourtant, nous voilà. C'est la nature de certaines vérités, répondit Poirot, lui faisant face. Les années ne les démentent pas. Elles attendent, endormies, silencieuses, qu'un moment de faiblesse, de conscience ou de justice les fasse émerger. Ils s'arrêtèrent ensemble, observant le jeu d'ombre et de lumière sur le sol de marbre. Ce même marbre qui avait porté des pas destinés à tromper et à révéler, à accuser et à échapper. Hastings se frotta la nuque. Et maintenant, qu'arrive-t-il à Isadora? Poirot prit une inspiration. La couronne décidera. Ses aveux sont compliqués par le contexte et le mobile. Elle pourrait bien être jugée. Ou bien elle pourrait disparaître de la société, comme c'est souvent le cas dans de tels cas, balayée discrètement des salons de l'élite vers les ténèbres de la discrétion. Sa culpabilité était réelle, mais son acte n'était pas prémédité. Il était né de la peur, et non de la malveillance. Hastings fronça les sourcils. Et pourtant, Hargrove était froid. Calculateur. Oui, acquiesça Poirot. Mais réfléchissez, Hastings, quel est le plus grand danger? Celui qui frappe dans la panique. Ou celui qui frappe et attend ensuite, sans se faire repérer, derrière un bureau pendant des semaines, souriant, tandis que la justice s'étouffe en silence. Ils traversèrent ensemble la galerie, passant devant l'endroit où l'unique empreinte de pas étrangère avait attiré l'attention de Poirot. Elle avait été effacée depuis des jours, bien sûr. Mais pas de la mémoire, pas de l'histoire. Dans la lumière matinale, les réflexions de Poirot semblaient jaillir de lui aussi naturellement que son souffle. Lady Veronica savait que la mort viendrait la chercher, d'une manière ou d'une autre. Mais elle a choisi de parler avant qu'elle n'arrive. Même au bord du gouffre, elle s'est avancée. Elle a payé pour ça, a déclaré Hastings. Oui, répondit Poirot. Mais elle est morte en essayant de réparer un tort. C'est une forme de rédemption que peu de gens revendiquent. Ils poursuivirent leur chemin, passèrent la salle à manger et entrèrent dans le salon, désormais vidé de toute tension. Le feu avait été nettoyé et remis à neuf, mais éteint. Le sac de Poirot reposait près de la porte. La valise d'Hastings à côté. Tandis que Poirot rassemblait ses affaires, une femme de ménage entra avec hésitation,
un morceau de papier plié à la main. « Pardonnez-moi, monsieur, dit-elle. On a trouvé ceci dans la chambre de mademoiselle Hargrove. J'ai pensé que peut-être. » Poirot l'accepta doucement, le dépliant avec précaution. C'était une lettre, jamais envoyée, adressée uniquement à « Cher V. Tu as toujours été plus courageux que moi. Je t'enviais. Je t'ai servi. Je t'ai vu commettre des erreurs que j'avais trop peur de commettre. Mais je t'ai aimé, à ma façon. J'ai essayé de protéger ce que nous avions construit. Mais au final, tout cela reposait sur un silence qu'aucun de nous deux ne pouvait supporter. Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas réussi à vous arrêter. Si vous ne le faites pas, c'est que j'ai réussi. Et j'en suis désolé. Hastings lut par-dessus l'épaule de Poirot, à voix basse. Elle ne la détestait pas. Non, dit Poirot. Et c'était peut-être là le drame. Aucun d'eux ne haïssait. Mais la peur, Hastings, est plus corrosive que la haine. Elle use l'âme comme l'eau sur la pierre. Poirot glissa la lettre dans son manteau. Ils quittèrent la salle peu après, un dernier regard échangé avec Mortimer à l'entrée, le vieux majordome paraissant encore plus vieux, comme si un siècle de loyauté l'avait creusé au moment où sa dame n'était plus là pour le recevoir. Alors que la voiture descendait l'allée de gravier, Hastings se retourna une fois sur son siège pour regarder la maison. « Tu sais, Poirot, dit-il lentement, j'ai toujours pensé que ces endroits étaient des symboles de force. Mais maintenant, je me demande, qu'est-ce que la force, au juste? La brique et le marbre? Ou les gens qui s'y trouvent, accrochés à leurs secrets? » Le regard de Poirot croisa le sien, calme mais résolu. La force réside dans la vérité, mon ami, et dans le courage de la porter. Le marbre se fissure. Les secrets pourrissent. Mais la vérité perdure. Ils retombèrent dans un silence complice tandis que le paysage se déroulait à nouveau autour d'eux, libéré de tout soupçon ou de toute ombre. La gare approchait. L'affaire était close, mais sans coup férir ni vengeance. Seulement avec les pas doux et irrévocables de la justice rattrapant les mensonges qui avaient tenté, en vain, de la distancer. À la gare de Paddington, Poirot et Hastings descendirent sur le quai tandis que le sifflement strident de la locomotive s'estompait dans la brume. Londres, malgré sa crasse et sa densité humaine, semblait presque bienvenue après l'élégance sombre de Ravensthorpe. La pierre y avait murmuré des choses trop longtemps non dites. Ici, l'agitation des piétons et le fracas des chariots semblaient presque purifier l'air de toute culpabilité. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le trajet en taxi jusqu'à l'appartement de Poirot. Hastings, bien que peu enclin à l'introspection, ruminait visiblement l'affaire, les sourcils froncés et les bras croisés. Poirot, quant à lui, était allongé en silence, les yeux mi-clos, un léger froncement de sourcils trahissant le flot de ses pensées. Enfin, installé une fois de plus dans le salon immaculé de Poirot avec ses fauteuils symétriques et le parfum du bois poli et du thé au citron chaud, Hastings rompit le silence. « Il y a quelque chose que je ne saisis toujours pas bien. » dit-il. « Tout s'imbrique maintenant, c'est sûr. La confrontation, la chute, la dissimulation. Mais comment le saviez-vous, vraiment? Que Hargrove ne se contentait pas de protéger Isadora, mais agissait dans son propre intérêt. » Poirot, assis, sa tasse de thé posée avec précision sur sa soucoupe, esquissa un léger sourire. « Parce que, mon ami, on ment avec ses mots, certes, mais aussi avec ses tacites. Et Miss Hargrove, elle parlait trop peu et trop tard. Elle nous a livré des vérités alors qu'elle n'était plus dangereuse. Elle a remis des lettres, certes, mais seulement lorsqu'elle pouvait le faire en toute sécurité. Et lorsqu'elle parlait de Lady Veronica, il y avait de l'affection, mais pas de chagrin. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui a perdu son ancrage. C'est l'attitude de quelqu'un qui s'est débarrassé d'un fardeau. » Hastings hocha lentement la tête. « Vous avez dit un jour que le meurtre commence souvent non pas par la colère, mais par la peur. » Poirot fit un geste approbateur dans sa direction. « Très bien. Oui, la peur d'être découvert, de perdre, de subir le déshonneur. Et pourtant, ce n'est pas la peur elle-même qui mène au crime, mais le choix d'agir. Lady Veronica craignait le déshonneur et choisissait de parler. Miss Isadora craignait d'être exposée et préférait le silence. Mais Miss Hargrove, elle, craignait de perdre le contrôle. Elle ne pouvait pas laisser son monde ordonné s'effondrer. Il se pencha légèrement en avant, le regard perçant. Et dans cette peur, elle fit ce que font les pires criminels, elle attendit. Ni impulsivement, ni sous l'effet de l'émotion, mais avec détermination.
Hastings baissa les yeux vers sa propre tasse intacte. Mais est-ce que quelqu'un en comprendra un jour vraiment les couches? Aux yeux du monde, tout paraîtra très clair. Une femme est morte, une autre a avoué, et c'est tout. Mais la vérité que vous avez découverte était faite de fragments. De pas à peine entendus, de lettres manquantes, de vieilles erreurs. Hein? Dit Poirot, mais c'est la l'essence du crime, Hastings. Il s'agit rarement d'une grande explosion de mal. Le plus souvent, c'est le résultat de 1000 petits compromis. Une chose faite lentement, comme un poison infusé goutte à goutte. Il se leva alors et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait son mouvement. Les taxis se bousculaient dans la rue. Un vendeur de journaux criait les gros titres, le tic-tac omniprésent de la vie. C'est notre rôle, dit doucement Poirot, de remarquer quand quelque chose ne va pas. Un mot de travers, une empreinte trop grande, un silence trop long. Ce sont les signaux. Il se retourna. Et dans ce cas précis, ces signaux ont commencé par quelque chose d'aussi infime. Une empreinte de pas sur un sol poli. Si la galerie n'avait pas été en marbre, si elle n'avait pas enregistré cet instant, qui sait combien de temps il nous aurait fallu pour découvrir la vérité. Hastings émit un léger sifflement. C'est assez effrayant de penser à quel point nous avons failli croire à la première version. Si vous n'aviez pas posé de questions sur cette empreinte, nous aurions peut-être cru à une chute tragique. Poirot pencha la tête. C'est pourquoi, mon ami, il faut toujours poser la deuxième question. La première réponse est presque toujours trop commode. On frappa à la porte. Poirot appela, et un jeune agent en uniforme entra avec un petit paquet, adressé à Poirot lui-même d'une écriture familière et penchée. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe. Pas de signature, mais une simple feuille de papier pliée une fois, avec précision. On pouvait y lire « Je n'ai aucune défense. Mais merci de m'avoir accueilli quand personne d'autre ne l'a fait. Peut-être m'as-tu apporté quelque chose que même Lady Veronica n'avait pas pu faire, la clarté. LH. Poirot le lut 2 fois, puis le replia et le glissa dans le feu sans commentaire. Il noircit, se recroquevilla et disparut en cendres. Hastings regardait en silence. Elle a quand même essayé de s'expliquer, dit-il enfin. Poirot hocha la tête d'un air discret, presque imperceptible. Elle recherchait l'absolution d'être comprise, mais pas le fardeau d'être pardonnée. Ils restèrent un moment assis en silence, l'horloge sur la cheminée marquant le temps de son tic-tac mesuré. Dehors, les bruits de la ville s'atténuaient à mesure que le jour déclinait. Poirot se leva enfin, époussetant une poussière de sa manche. « Eh bien, Hastings, je crois que nous avons bien mérité un dîner digne de ce nom. Pas de mystère, pas de meurtre, juste un bon repas et peut-être un verre de vin. » Hastings sourit. « Tu autorises le vin, alors? Seulement pour ce soir, dit Poirot avec une fausse sévérité. Mais vous me promettez, pas de Bordeaux sur les serviettes. Je viens tout juste de réaliser la symétrie parfaite sur le buffet. » Ils rirent alors, sortant dans la fraîcheur du soir, la porte se refermant avec un bruit sec derrière eux. Et bien que l'affaire de Ravenhurst Hall fût terminée, son écho, comme les pas sur le sol de marbre froid, persisterait. Non pas dans la tragédie, mais dans le souvenir. Avec la certitude que même les crimes les plus silencieux pouvaient être entendus, pour peu qu'on tende l'oreille. Et ainsi, Hercule Poirot marchait dans la nuit, son manteau boutonné, sa canne à la main, prêt, toujours prêt, pour la prochaine discorde subtile qui exigerait l'attention de ces petites cellules grises. La semaine suivante, Londres s'agita sous une légère bruine. Le brouillard recouvrait les toits et les cheminées comme une douce couverture, ternissant la lumière matinale. Dans l'appartement de Poirot, à Whitehaven Mansion, la chaleur du foyer contrastait avec le froid humide derrière les fenêtres. L'affaire de Ravenhurst Hall, désormais parfaitement conclue, restait dans les journaux du matin, même si, comme Poirot l'avait prédit, la vérité resta poliment tacite dans le discours public. Isadora Vernet avait été discrètement placée dans un sanatorium privé près de Bath. Pas de procès, pas de scandale. Ses aveux, vérifiés et contextualisés par le rapport de Poirot, furent jugés suffisants par la couronne pour éviter une procédure publique. Le nom des Halcombe resta largement intact, une nouvelle réussite de la préservation de l'héritage par ceux qui savaient gérer la discrétion avec une main de fer. Lavinia Hargrove, cependant, avait eu moins de chance. Bien qu'elle eût échappé à la prison, ses manœuvres discrètes avaient laissé une empreinte plus indélébile. Sa réputation,
autrefois celle d'une discrétion et d'un professionnalisme d'acier, avait été discrètement démantelée. Elle avait complètement disparu de la société, son nom n'étant murmuré que derrière des tasses de thé et sur des journaux pliés. Elle n'avait plus jamais écrit. Poirot sirota sa tisane du matin et jeta un coup d'œil à Hastings, assis en face de lui et examinant un mince carnet rempli des observations du détective. « Je dois admettre, » dit Hastings, que c'était plutôt poétique, la façon dont tout cela s'est terminé. Comme une boîte à puzzle qui se referme. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ce n'était pas seulement une question de déduction, Hastings. C'était une portrait, un sentiment de culpabilité complexe, nuancé, tragique. Tous les crimes ne naissent pas du mal. Certains naissent du silence. Hastings hocha la tête. Vous l'avez vu dès le début, n'est-ce pas? Pas les détails, peut-être, mais tonifié. La façon dont la maison respirait. Oui, dit doucement Poirot. L'atmosphère de Ravenhurst était oppressante, non pas à cause de son architecture, mais à cause de ce qui subsistait dans le non-dit. Le véritable crime n'était pas seulement la mort de Veronica. C'étaient des années de complicité, des secrets entretenus par la loyauté transformés en lâcheté. Cette maison, que la famille a payé le prix non pas pour ce qu'elle a fait cette nuit-là, mais pour ce qu'elle a laissé s'envenimer bien avant. On frappa à la porte. Poirot se leva et ouvrit lui-même. À la surprise d'Hastings, c'était Delphine Renaud, la discrète femme de chambre de Ravenhurst, désormais vêtue simplement mais avec dignité. Elle tenait une modeste enveloppe à la main. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur, » dit-elle doucement. « Je voulais vous remercier. » Poirot lui fit signe d'entrer. « Mademoiselle, c'est je qui remercie toi. Vous avez vu clair. Vous avez écouté quand les autres ont ignoré. Ce n'est pas rien. » Elle lui tendit l'enveloppe. C'était celle de Veronica. Elle m'a demandé, avant de mourir, de veiller à ce qu'elle lui soit remise, s'il lui arrivait quelque chose. Je n'ai pas compris sur le moment. Mais maintenant, je comprends. Poirot ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre. De l'écriture fluide et distincte de Lady Veronica, on pouvait lire « Si je m'en vais, alors je demande que la vérité soit révélée, non seulement sur ce que j'ai fait, mais aussi sur ce que j'ai omis de faire. J'ai gardé le silence autrefois, et cela a coûté la vie à une jeune femme. Ce silence m'a hanté. Si un autre silence m'emporte maintenant, qu'il soit brisé. Qu'il sache que ce n'était ni la folie ni l'amertume qui m'ont guidé, mais la pénitence. » Poirot plia lentement la lettre, puis la plaça près du feu mais ne la brûla pas. « Mademoiselle, dit-il à Delphine, vous l'honoriez bien plus que ceux qui portaient des bijoux à son nom. » Elle rougit légèrement et s'excusa avec une grâce tranquille. Après son départ, Hastings se pencha en avant. « Alors, que vas-tu faire de la lettre? »« Je l'enverrai, anonymement. À un ami à Le Figaro, l'histoire sera publiée sans nom. Mais ceux qui la liront, ceux qui la connaissent, la ressentiront. C'est ça la vérité, mon ami. Elle résonne, même enveloppée de fiction. » Il se tourna vers la fenêtre. La bruine s'était transformée en brume, la ville émergeant du voile. « L'affaire est close, dit-il enfin. Ni triomphe ni célébration, mais équilibre. Et pour moi, c'est une satisfaction suffisante. » Il se retourna, redressa un vase d'une fraction de pouce et sourit. « Maintenant, Hastings, revenons à quelque chose de moins tragique. Peut-être le cas d'un chat disparu, ou d'un bijou volé non par vengeance, mais par amour. Petites cellules grises ont mérité un répit, n'est-ce pas? » Hastings sourit. « Eh bien, je ne refuserai pas quelque chose de plus simple. » Poirot leva sa coupe en guise de salut. « À l'ordre, à la vérité. » Et au pas gravé dans le marbre ou dans la mémoire, qui, toujours laissait une trace. Et tandis que la ville s'agitait sous eux, Hercule Poirot s'assit avec un calme parfait, prêt toujours, à toute vérité qui attendait juste sous le silence.